Notre conférencière, je vous la présente. Il s'agit de Madame Diane Gabrielle Tremblay, qui est spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail. Elle a un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris 1 Sorbonne et un DEA de troisième cycle en sociologie du travail. Elle est professeure à la TELUC depuis 1988 et professeure titulaire depuis 1994. Donc, je la remercie, Madame Tremblay, d'avoir accepté d'ouvrir le bal de cette série de conférences. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. N'oubliez pas de poser vos questions. On revient à la fin avec ces questions-là. Madame Tremblay, c'est à vous. Merci. Bonjour déjà. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler de cette thématique, qui est une thématique de recherche. On l'a évoqué. Je fais de la recherche sur cette thématique-là depuis un bon moment. Donc, d'abord, le contexte général et le pourquoi. À l'heure actuelle, c'est clair, c'est le contexte de pandémie, la distanciation à maintenir. Dans les premières semaines, ou peut-être les 2 premières semaines, on a peut-être pensé que ça serait temporaire. Maintenant, on commence à se rendre compte, je crois, que dans plusieurs milieux de travail, il y a des conditions de travail qui vont changer pour au moins 1 an, sinon plus, et qu'à la limite, on va peut-être vouloir se prémunir ou se préparer pour de futures pandémies parce que les experts nous disent que ça va se reproduire. Donc, c'est clair que ce contexte de pandémie a remis le télétravail à l'ordre du jour de manière très importante. Auparavant, on en parlait davantage en lien avec la congestion urbaine. Justement, on parlait de transport et de la mobilité. Et c'est vrai qu'on se disait le télétravail est un excellent moyen, en fait, de gestion urbaine. Donc, tout ce qui était préoccupation écologique, environnementale, c'était comme un des objectifs importants. Quoique, dans les dernières semaines, on a vu qu'à partir du moment où tout le monde s'y met, où beaucoup de monde s'y met, il y a un risque d'augmenter les gaz à effet de serre malgré tout. Donc, moi, je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on doit faire un bilan. Parce que oui, on se dit que ça améliore certainement la congestion urbaine, c'est clair, mais du côté de pollution, gaz à effet de serre et tout ça, il faut probablement arbitrer et faire des calculs pour voir effectivement on gagne ce que l'on perd. D'autres éléments sur pourquoi on allait vers le télétravail auparavant, clairement, dans les dernières années, surtout, ça ne sera pas nécessairement le cas dans la prochaine année, mais dans certains secteurs, quand même, oui. Tout ce qui est pénurie de main-d'œuvre, attraction et rétention de main-d'œuvre, c'était un des motifs pour lesquels beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises faisaient du télétravail, offraient, parce que, oui, on le verra d'ailleurs, beaucoup d'individus, la plupart des personnes aiment faire du télétravail. Si on regarde maintenant les attentes ou les motifs pour lesquels on fait du télétravail dans les entreprises en général, beaucoup d'entreprises disent que c'est pour avoir plus de flexibilité. Par exemple, tout le secteur des technologies de l'information, où c'est très développé, on va dire que ça nous donne beaucoup plus de flexibilité dans l'organisation. Beaucoup d'organisations vont aussi dire qu'elles l'ont fait parce qu'elles recherchaient plus de productivité. On avait à peu près 2 tiers des organisations qui faisaient du télétravail qui disaient qu'elles recherchaient plus de productivité. Alors, dans le contexte actuel, bien sûr, il faut nuancer. Les gens sont stressés, il y a des gens qui ont leurs enfants à domicile. Le contexte de travail à domicile n'est pas toujours idéal, donc il faut un petit peu nuancer, mais quand même, c'est un des objectifs pour lesquels on tente de faire. Par contre, on ne peut pas s'attendre à ça dans tous les secteurs. Et en fait, moi, j'insiste plus sur la qualité du travail. Et là aussi, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations vont dire elles cherchent à développer le télétravail parce qu'elles considèrent que leurs salariés peuvent fournir un travail de meilleure qualité lorsqu'ils doivent, par exemple, rédiger des rapports, s'ils doivent se concentrer, le travail sera de meilleure qualité s'ils sont à domicile. D'autres entreprises vont dire que c'est pour réduire les coûts. Là, on avait à peu près 1 tiers des entreprises à ce jour qui disaient que c'était pour réduire les coûts qu'elles faisaient du télétravail. Et un autre facteur de plus en plus important dans les dernières années, c'était le recrutement et la rétention des salariés. Il y a un autre facteur qui est important, et je me souviens qu'en France, ils en parlaient beaucoup, mais on a dû un peu les ramener à l'ordre, ou en tout cas, peut-être nuancer cet objectif. En France, au début, ils voulaient faire ça parce qu'ils ont des lois très rigoureuses sur l'intégration des personnes à mobilité réduite, ou alors même des personnes avant et après des opérations, donc un retour progressif après les congés de maladie. Ça peut être intéressant parce que, par contre, je me souviens que nous, dans nos recherches, on en avait discuté, notamment avec l'Office des personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Et ce qu'on nous disait, c'est, là, on commence à aménager des espaces de travail pour nous accueillir.
lorsqu'ils doivent, par exemple, rédiger. Qu'est-ce qu'on observe maintenant du côté des effets dans les recherches? J'évoquais la hausse de productivité. C'est vrai que ça a été observé. En tout cas, ce qui est important, je pense, de dire par rapport à ça, c'est que s'il n'y a pas une augmentation de productivité partout, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a généralement pas de baisse de productivité, malgré les craintes très fréquentes des superviseurs et des gestionnaires intermédiaires. C'est-à-dire que le frein majeur dans les organisations, c'est souvent les cadres intermédiaires ou les superviseurs qui craignent que les personnes fassent toutes sortes de choses, par exemple, s'occuper du repas, faire une brassée de lavage ou autre. Et en fait, moi, ce que je leur dis toujours, c'est à la limite, même si c'était le cas, c'est-à-dire qu'une personne lance une brassée de lavage, prépare un repas, dans les faits, eh bien, on n'a peut-être pas les mêmes pauses café, on a des pauses café peut-être moins longues, des lunchs moins longs. Dans les faits, ce que l'on observe, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de baisse de productivité et les gens s'organisent. Il faut voir que déjà, ils ont peut-être économisé du temps de déplacement, donc on peut se mettre au travail plus tôt. Donc, ce qui est très clair dans les recherches, c'est qu'il n'y a pas de baisse de productivité. Il y a même plutôt souvent une augmentation de la qualité du travail. Alors, je trouve ça important d'insister là-dessus parce que très souvent, les gestionnaires et les entreprises, lorsqu'ils pensent mettre en place le télétravail, c'est très souvent la crainte numéro un. Ce qu'on observe par ailleurs dans les effets, et ça va un peu expliquer pourquoi justement on maintient la productivité et on fait parfois un travail de meilleure qualité, c'est que les individus, nous, toutes les recherches qu'on a faites, les individus sont très satisfaits du télétravail. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours ou pratiquement toujours volontaire. Alors là, il faudra voir dans l'avenir, il faudra s'assurer que les conditions de travail soient correctes à domicile. Sinon, peut-être que le taux de satisfaction pourrait diminuer. Et à l'heure actuelle, c'est très clair dans le contexte de pandémie, si on a des enfants à domicile ou une personne âgée dont on doit s'occuper ou qu'on n'est pas nécessairement très bien installé, on a un appartement petit, peut-être qu'il peut y avoir une moindre satisfaction. La gestion des absences et des retards, ça aussi, c'est un grand avantage du télétravail, surtout en hiver, évidemment, mais lorsque les gens sont grippés, des grippes normales, ben là, les employeurs vont dire, les gens vont peut-être, plutôt que d'arriver en retard, rester et travailler à domicile, plutôt que d'être absents carrément toute la journée, vont travailler à domicile. Donc, c'est là aussi un grand avantage. Et évidemment, comme je l'évoquais, donc ça, c'est les avantages généraux, grande satisfaction, plus de flexibilité, moins d'absence, moins de retard, plus grande qualité du travail. Ce sont les avantages généraux, même si dans le contexte actuel, bien sûr, on le comprend, surtout pour les personnes qui ont des enfants ou des personnes âgées à domicile dont elles doivent un peu s'occuper. Ça n'est pas, disons, le contexte idéal. Par contre, tout le monde ou beaucoup de monde, donc on pourra dire que dans l'avenir, ça pourrait être des avantages pour beaucoup d'organisations. Si je passe maintenant à qui fait du télétravail et pourquoi, alors c'est très difficile. Les chiffres sur le télétravail, au fil des ans, là, je les ai toujours suivis, mais ils varient beaucoup. Ils varient beaucoup parce que les questionnaires ne sont pas toujours faits de la même façon et parfois, dans certaines enquêtes, les travailleurs autonomes sont intégrés. Alors que dans les faits, bon là, c'est des personnes qui travaillent à domicile, mais ce ne sont pas des télétravailleurs parce qu'ils ne travaillent pas pour un employeur qui est ailleurs. Au Québec, en 2017, on avait le chiffre de 15 de personnes qui feraient du télétravail à domicile. Quelques années auparavant, Statistique Canada nous disait 8 ou 10 Ce ne sont pas des taux très élevés par rapport au fait qu'on en parle depuis 20 ou 30 ans et qu'on pensait que ça augmenterait beaucoup plus. Si on regarde aujourd'hui avec la pandémie, là, les chiffres commencent à sortir. Il semble qu'il y a des données, en tout cas, qui indiquaient qu'à l'heure actuelle, 40 de la main-d'œuvre qui travaille à l'heure actuelle au Canada serait en télétravail, ce qui est énorme, évidemment. Après, ça va peut-être changer. On disait que, en tout cas, les données que l'on a, là, très préliminaires, indiquent que ce sont plutôt des professionnels, des cadres, des gens de niveau de scolarité plus élevé, parce qu'on comprend bien que dans l'industrie manufacturière, la production, c'est évidemment plus complexe, ou la construction qui vient de redémarrer. La construction, c'est des secteurs où le télétravail va être beaucoup plus limité. Il pourrait peut-être se faire un tout petit peu pour certaines parties de tâches, mais pas de l'ensemble du télétravail. On disait aussi dans les derniers chiffres que 4,7 millions de Canadiens de plus feraient du télétravail en avril 2020. Alors donc, tout ça pour dire simplement que, voilà, on serait passé de 15 à 40 dans l'avenir, j'imagine qu'on ne restera pas à 40 qu'on diminuera un petit peu. Et là aussi, les questions qu'on se pose par rapport à ces chiffres-là, c'est quelles sont les définitions au fond? Dans certains cas, on peut n'inclure que les personnes qui font du travail de la maison à plein temps.
Dans certains cas, comme je l'évoquais, les travailleurs autonomes sont inclus. Dans certains cas, même les personnes qui travaillent en espace de coworking ou de co-travail peuvent être incluses dans certaines données. Donc, on peut trouver beaucoup de monde qui déjà faisait quand même du télétravail, 15 je disais, mais l'avenir, disons, reste ouvert pour qui en fera. J'évoquais les différentes catégories. Dans une des recherches que l'on a faites, on distinguait aussi les personnes qui en faisaient à temps partiel, qui en faisaient de manière formelle, avec une entente claire avec leur employeur, ou seulement de manière occasionnelle. Ce qu'on a observé, c'est que les gestionnaires étaient 55 à en faire, mais plutôt à temps partiel, c'est-à-dire prendre leur courriel le matin, le soir, finir des dossiers. Les professionnels étaient 44 dans cette enquête à pouvoir en faire, là aussi de manière parfois informelle, parfois occasionnelle. Les techniciens, 35 plutôt à temps partiel. Les gens de marketing, vente, là, on avait des taux de 40 administration, secrétariat autour de 28 et production, beaucoup moins, mais quand même 25 de gens qui disaient le faire, mais plutôt à temps partiel pour faire des rapports à domicile, par exemple. D'autres caractéristiques des télétravailleurs, la plupart n'étaient pas syndiqués. Ça va possiblement changer parce qu'on voit que dans la fonction publique, il y avait des projets déjà pour faire du télétravail, mais là, on y a été de manière assez rapide. Mais à l'époque, il y a quelques années à peine, 80 des personnes n'étaient pas syndiquées, les personnes qui faisaient le télétravail. Alors, on pense effectivement au secteur des technologies de l'information, multimédia, jeux vidéo, qui ne sont pas très syndiqués et où on avait beaucoup de personnes qui pouvaient faire du télétravail. Ce qu'on avait d'ailleurs, disons, obtenu dans notre enquête, on posait la question, est-ce que les gens étaient intéressés à retourner au bureau ou alors ils préféraient le télétravail? Et de fait, au contraire, la plupart des personnes, dans certains cas, craignaient même de devoir retourner au bureau, c'est-à-dire qu'ils étaient très satisfaits du télétravail et même étaient prêts à travailler donc davantage pour conserver le télétravail. On verra avec le contexte là, de COVID-19, dans l'avenir, qu'est-ce que l'on observera. Mais nous, dans notre enquête, on avait des taux de satisfaction. Toutes les enquêtes, en fait, les 2 tiers étaient très satisfaits. Il y avait un tiers assez satisfait. Donc, il nous restait à peine des petits pourcentages de 3, 4, 5 peu ou pas satisfaits. Toujours dans un contexte de volontariat, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que ces gens étaient satisfaits? Bien, les principaux avantages, le premier, c'est la réduction du temps de déplacement. On dit souvent que ça permet une meilleure conciliation travail, vie personnelle ou vie familiale. Dans le contexte actuel, pas nécessairement, mais de manière générale, on le disait. Mais ça n'était pas parce qu'on pouvait garder ses enfants à domicile. C'était pour la plupart des personnes justement parce qu'on économisait du temps, on réduit son temps de déplacement et aussi on travaille de manière plus tranquille à domicile. Donc, éventuellement, si les enfants reviennent en fin de journée, on peut peut-être s'organiser, mais de manière générale, on disait que même si les enfants et ensuite, ils font leurs devoirs et les parents continuent. Donc, très important, l'idée de conciliation travail-famille, finalement, ça n'est pas que l'on s'occupe des enfants à domicile, mais c'est plutôt qu'on peut éventuellement, grâce au temps économisé, avoir une meilleure conciliation. Les inconvénients maintenant ou les difficultés pour les individus, et ça, c'est des choses qui ressortent déjà maintenant. L'absence de collègues, le fait que la cohésion de l'équipe est plus difficile à maintenir, le dynamisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, absence de collègues, on avait dans nos recherches 10 à 15 des personnes qui disaient l'absence de collègues, ça leur pesait. L'isolement, finalement. Et d'ailleurs, 10 des hommes comme des femmes avaient dit que l'isolement était quelque chose qui leur pesait, que parfois, ils pouvaient être portés à trop travailler. Encore, on avait des pourcentages de 10 Quelques personnes ont de la difficulté à se motiver ou à se discipliner. C'est la crainte souvent des employeurs. Dans les faits, nous, on ne retrouvait que des taux de 6 à peine. Et en l'espace de quelques semaines, les gens sont habitués, se donnent une routine et donc, finalement, ils n'avaient pas de problème. Il y avait un petit pourcentage aussi, il y a quelques années, c'était 5 qui disaient avoir des difficultés avec les technologies. Alors, on le voit aujourd'hui parfois aussi, les personnes ne sont pas toutes habituées, on n'utilise pas tous les mêmes logiciels, mais ça aussi, c'est quelque chose qui, au fond, passait très rapidement, à l'espace de quelques semaines, un mois, les gens étaient habitués. Donc, du côté des individus, vraiment une grande satisfaction du côté du télétravail. Du côté des entreprises, maintenant, il y a beaucoup de points positifs pour les entreprises. Ce qui ressort de manière générale, c'est justement le fait que leurs salariés économisent du temps de trajet, donc n'arrivent pas en retard, n'arrivent pas fatigués. Ils se mettent à travailler chez eux et s'ils ne viennent qu'au bureau 2 ou 3 jours semaine, bien, ça pose moins de problématiques du point de vue justement des absences et des retards.
Beaucoup ont évoqué ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire la meilleure productivité, meilleure qualité. Les entreprises disent aussi que ça leur permet d'attirer et de fidéliser les travailleurs, donc non seulement d'attirer des nouveaux travailleurs et des plus jeunes, mais de conserver les travailleurs plus âgés. Et il n'y a pas si longtemps, on disait justement qu'on avait des grosses pénuries de main-d'œuvre, et c'est encore le cas dans certains secteurs. Donc, dans certains secteurs, pas tous évidemment, le télétravail peut permettre de conserver ces travailleurs plus âgés que l'on veut maintenir en emploi. Par contre, certaines entreprises vont évoquer certaines difficultés. Certains gestionnaires disent que le contrôle est plus difficile. Et justement, j'utilise ce mot de contrôle parce que c'était l'expression qu'ils utilisaient. Et c'est justement parce qu'ils ont un mode de gestion axé sur le contrôle plutôt que sur l'encadrement. Donc, certains employeurs ou certains cadres et gestionnaires trouvent que le contrôle est plus difficile, trouvent que les coûts peuvent être parfois augmentés, c'est-à-dire le soutien à ces personnes qui sont à distance. Certains d'entre eux disent qu'il peut y avoir une certaine diminution justement de l'esprit d'équipe, de l'engagement dans l'organisation. Mais ça, beaucoup d'études montrent l'inverse, c'est-à-dire que les personnes sont contentes d'avoir cet avantage et donc sont très engagées et vont même rester très loyales à l'endroit de leur entreprise. Certains vont évoquer des communications plus difficiles, mais au fil du temps, là aussi, en l'espace de quelques semaines, on s'habitue à tous ces outils, là, Skype, Zoom, etc. Et donc, ça ne semble pas être quelque chose de très, très difficile dans la plupart des organisations. Ce que l'on va dire aussi, c'est que, en fait, ça peut être une option intéressante pour l'intégration en emploi. Par exemple, certaines entreprises dans certaines régions au Québec qui ont de la difficulté à embaucher, peuvent trouver là une manière d'embaucher des personnes qui ne sont pas seulement dans leur ville ou dans leur région. Les personnes âgées de moins de 25 ans et celles dans la recherche de plus de 55 ans étaient particulièrement intéressées par ces modalités de travail. C'est-à-dire que le fait de, même à la limite d'être à plein temps à domicile pour travailler, ça ne leur posait pas problème. Les personnes à mi-carrière ont peut-être plus de difficultés ou en tout cas, ça les intéresse parfois moins. Elles craignent surtout un impact négatif peut-être sur leur carrière du fait de ne plus être visibles au bureau. Donc, craignent de ne pas avoir les mandats les plus intéressants, s'il y a des promotions, de ne peut-être pas être au courant. Mais dans les faits, plus le télétravail devient courant dans une organisation, plus les gens s'habituent à ça. Et surtout, au fond, il relève des gestionnaires et de l'entreprise de s'assurer de diffuser correctement les informations. Donc, finalement, les individus vont faire en quelque sorte un arbitrage entre les avantages qu'ils ont. Il y a aussi parfois un avantage en termes d'horaire flexible. Si on doit répondre à des personnes dans l'organisation, par exemple, on est dans un centre d'appel au centre client et qu'on travaille à domicile, on a plus souvent des horaires fixes. Par contre, gestionnaires, cadres et beaucoup d'autres ont des horaires flexibles. Alors, c'est aussi un avantage et les individus vont faire l'arbitrage entre ces avantages et peut-être les inconvénients possibles sur le plan de la carrière, de l'isolement et de l'absence de collègues. Mais de manière générale, on peut dire qu'il y a un grand intérêt. Et puis, il y a aussi la perspective environnementale et sociale. Clairement, beaucoup de gens tiennent compte, en fait, de cet aspect-là, qu'ils vont possiblement réduire la pollution, possiblement aussi réduire les besoins en infrastructure de transport, réduire les besoins en nombre de bus, nombre de wagons de métro, et aussi l'état des routes, etc. Donc, ça, c'est quand même une préoccupation importante pour beaucoup de personnes de manière plus globale. Et l'autre élément que j'évoquais un peu sur le plan social, comme on cherchait à maintenir des gens en emploi dans certains secteurs où on a de la difficulté à recruter, c'est effectivement une possibilité pour allonger les fins de carrière, mais aussi pour permettre d'intégrer des plus jeunes dans certaines organisations. Alors, quelques défis maintenant, les défis de gestion en général, parce que je pense que c'est important d'en tenir compte pour assurer justement un télétravail réussi. Le premier élément, c'est assurer le transfert de connaissances dans l'organisation. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui se transmettent de manière informelle. C'est vrai que le télétravail amène à transférer de manière plus formelle, à s'assurer de transférer les connaissances ou les informations sur le fonctionnement. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de fonctionnements qui sont transformés dans les organisations. Il faut s'assurer que tout le monde est au courant de tout cela. L'autre élément, un des défis majeurs, je pense, c'est d'assurer les communications et de maintenir le dynamisme et la créativité des équipes. Ça peut se faire, on peut faire des rencontres en ligne, ça se fait beaucoup, mais dans certains milieux de travail, on me dit même en ce moment, là, on est habitué à être ensemble, à échanger des idées, à développer la créativité ou l'innovation de cette manière-là.
Il faut apprendre à le faire différemment ou alors, justement, se dire que dans l'avenir, eh bien, on viendra au bureau de temps en temps pour ces choses-là où on voudra échanger de l'information davantage. Maintenir un minimum d'interaction sociale aussi entre les employés, une identification à l'entreprise. Certaines organisations disent que c'est un petit peu difficile. L'autre élément, mise à jour des qualifications, s'assurer de maintenir la formation et de tenir les gens informés s'il y a des promotions ou des mandats particuliers. Si je regarde maintenant les enjeux actuels avec la pandémie en particulier, je pense qu'il y a un aspect qui est très important, c'est que les gestionnaires doivent clairement ajuster leurs attentes, bien préciser les objectifs et les résultats attendus des personnes. Comme je le disais, il y a différents modes de gestion. Malheureusement, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, on est souvent quand même dans un mode de gestion de contrôle, c'est-à-dire que les gens veulent voir, les gestionnaires passent voir ce que font leurs salariés. Là, il faut passer à un autre mode de gestion qui n'est pas nouveau, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, mais qui n'est pas nécessairement implanté. C'est ce qu'on appelle la gestion par objectif et par résultat. Donc, préciser les objectifs et bien préciser les résultats attendus. Et en ce moment, pour les personnes qui ont des responsabilités familiales, des enfants ou des parents âgés, s'ajuster au fond, ajuster ces attentes-là de la part des gestionnaires, de la part des individus aussi, faire part parfois de ces difficultés. Enjeu d'assurer la qualité des technologies de l'information, l'accès aux données de l'entreprise, les échanges électroniques, l'accès aux données et tenter justement de maintenir les communications et le dynamisme. C'est l'enjeu qui ressort massivement à l'heure actuelle. Donc, comment s'adapter, comment adapter les organisations? Quelques petits éléments rapidement là-dessus avant d'aller vers vos questions. Donc, l'évaluation du type de milieu. Est-ce que mon milieu est propice à ça? Adapter l'organisation, adapter les individus et former éventuellement les télésuperviseurs, on peut les appeler comme ça, les télésuperviseurs et les télétravailleurs. Alors, sur les milieux, est-ce que les tâches conviennent? Est-ce que les objectifs, les résultats sont clairs? Des choses que j'évoquais. Donc, est-ce que mon milieu est propice compte tenu du type de tâche? Est-ce que, par exemple, je travaille en équipe et je dois transférer des choses à d'autres? Voilà, c'est des questions à se poser. Du côté des individus, est-ce que ces individus sont assez autonomes? Est-ce qu'ils connaissent assez bien leur travail? Habituellement, on dit que c'est bien que les personnes qui entrent dans une organisation fassent au moins 6 mois ou 12 mois de travail dans l'organisation avant d'être en télétravail. Dans le contexte actuel, il y a des gens qui ont dû le faire peut-être plus rapidement, mais habituellement, c'est un des aspects importants. On dit aussi qu'il y a une question de confiance, c'est-à-dire qu'il faut faire penser aux gestionnaires qu'effectivement, il faut qu'ils aient confiance, qu'ils fassent de la gestion par projet, par objectif et qu'ils aient confiance, au fond, dans leurs salariés. Parfois, il y a des préjugés ou des opinions dans les milieux de travail sur le télétravail. J'évoquais l'idée que les gens vont se mettre à faire toutes sortes de choses et non pas travailler. Peut-être faire des petites formations là-dessus pour, au fond, éliminer ces préjugés. Est-ce qu'on a déjà une expérience informelle du télétravail? À ce moment-là, le milieu de travail sera peut-être un petit peu plus adapté. Donc, ce sont un ensemble de questions qu'on doit se poser. Quelles sont mes formes de collaboration aussi pour finalement transposer, si je fais beaucoup de réunions en équipe, en face à face, transposer ça en des réunions en ligne, en faire peut-être autant, peut-être moins longues. Donc, bref, des choses à réfléchir. Autre petit élément, les qualités d'un télésuperviseur, je l'ai un petit peu évoqué, un style de gestion qui est basé sur les résultats, une aptitude ou une capacité à fixer des objectifs qui soient clairs, une attitude positive face au télétravail. Alors ça, c'est un des aspects qui manquait beaucoup et qui va peut-être changer avec l'expérience qu'on a à l'heure actuelle. Encourager l'autonomie de son équipe, avoir aussi des habiletés de communication en ligne ou autrement. Donc, c'est un ensemble de qualités que devrait avoir un télésuperviseur pour, en fait, pouvoir bien fonctionner avec son équipe. Les télétravailleurs, c'est un petit peu, au fond, l'autre côté du miroir, l'autonomie, l'esprit d'initiative, ne pas toujours attendre des directives, une motivation personnelle, une bonne connaissance de son travail, de ses tâches. Là aussi, des compétences technologiques, bien qu'on le voit, la plupart des outils sont relativement simples à utiliser, mais parfois, il y a différents outils avec des petits détails un peu différents selon le type de tâche. Aptitude, là aussi, à la communication, c'est-à-dire ne pas disparaître complètement dans la brume, mais tenir
son équipe ou son superviseur informer des dossiers qu'ils avancent parce qu'on ne va pas le croiser dans le couloir quand on est à domicile. Et l'autre question qu'il faut se poser comme individu, surtout, c'est des personnes qui ont besoin de contacts sociaux en face à face. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'ennuient de leurs collègues de travail à l'heure actuelle. Donc, comment est-ce que je peux remplacer cette dimension sociale? Il y a des réunions de travail, mais peut-être, et on l'a vu à l'heure actuelle, les gens ont commencé à développer d'autres modalités, des lunchs ensemble en ligne, des 5 à 7 en ligne, donc cet aspect-là. Et je vais conclure donc avec 6 petits trucs pour les individus télétravailleurs. Premier élément très important, s'assurer ou tenter d'avoir un espace isolé, un coin tranquille, idéalement une pièce fermée, ou alors si on est seul, ça peut être un espace isolé et tranquille pour éviter toutes les distractions qui parfois peuvent effectivement être attirantes. Et en ce moment, bien, évidemment, si la famille est présente, s'assurer, ou même à d'autres moments, si les enfants reviennent tôt de l'école, s'assurer qu'on peut continuer de télétravailler. L'autre élément, deuxième élément, on dit de tenter disons, de respecter ou de connaître les besoins des uns et des autres. À l'heure actuelle, il y a peut-être plus de personnes que d'habitude à la maison. Donc, tenir compte des besoins de tranquillité et de silence que les différentes personnes, s'il y a 2 télétravailleurs, par exemple, bien, peut-être qu'il y a des périodes où justement ils sont en période de réunion, d'autres en période de concentration, d'écriture. Donc, tenir compte des besoins des uns et des autres. Il y a la dimension ergonomique. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais simplement évoquer le fait qu'au bureau, bien, il y a souvent des gens qui surveillent ça, que l'on ait un bureau qui soit au bon niveau, une chaise adaptée, qu'on se tienne avec le dos droit. Là, j'y pense, je me relève. Il y a toute une série de détails. On trouve tout ça en ligne, mais je pense qu'il faut essayer d'y penser et s'assurer donc d'être bien installé pour qu'au terme de nos jours de télétravail ou en ce moment de nos mois de télétravail, qu'on n'ait pas des problèmes, des troubles musculo-squelettiques ou autres. Et puis, les derniers petits éléments, discipline et motivation au travail, s'assurer de tenir les gens au courant de notre avancement, communiquer avec son supérieur, ses collègues et essayer de communiquer le plus possible avec ses collègues, même à distance. Quelques tout derniers petits éléments. Je trouve que c'est important de le rappeler, les télétravailleurs souhaitent être encadrés et non surveillés. Donc, pour les gestionnaires, c'est vraiment un aspect important. Ils doivent, au fond, agir plutôt comme coach encadrant, plutôt que comme quelqu'un qui surveille ce que font ses salariés. Alors, il n'y a pas de recette magique pour gérer le télétravail. Je pense que chaque organisation est différente, les individus sont différents, mais en gros, on peut conclure là-dessus. Bonne communication, encadrement intelligent, susciter l'engagement des individus et respecter aussi les individus dans ce contexte particulier du télétravail. Et normalement, on devrait pouvoir assurer le succès du télétravail. Voilà, merci. Merci, Mme Tremblay. Je rappelle que vous êtes professeure à la TÉLUQ, spécialisée en sociologie, en ressources humaines, gestion des ressources humaines, économie et sociologie du travail, pardon. On a quelques questions. Je commencerai quand même par une question. Vous l'avez abordée d'entrée de jeu là, sur la question de l'environnement. Puis on entendait, je vais faire référence directement, on va le mettre dans le lien, dans les liens, dans la zone de conversation sous la vidéo. À l'émission Moteur de recherche, on parlait des impacts environnementaux du télétravail. Chaque vidéo qu'on fait ensemble suscite évidemment beaucoup de données qui est transférée. Donc ça, évidemment, c'est des serveurs qui sont stockés, c'est l'électricité, c'est la production de gaz à effet de serre. On sait aussi qu'il y a un potentiel d'étalement urbain assez important aussi parce que les gens, sachant qu'ils sont dans des endroits qui sont dématérialisés, en fait, ils peuvent s'installer beaucoup plus loin du lieu de l'entreprise, ce qui fait que souvent, même ces personnes-là, sans s'en rendre compte, parcourent plus de kilomètres par jour en moyenne que s'ils avaient choisi, par exemple, de s'installer proche d'une ligne d'autobus à haute fréquence ou encore à proximité du lieu de travail. Tout le matériel qu'on utilise aussi, les ordinateurs, les logiciels, tout ça demande quand même une production industrielle assez importante aussi qui émet des émissions de gaz à effet de serre, qui émet des gaz à effet de serre. Je sais que vous n'êtes pas spécialiste dans les enjeux environnementaux, puis vous l'avez bien souligné, mais qu'est-ce qu'on sait quand même de ces impacts-là, puis comment on peut arriver à trouver des moyens d'avoir l'équilibre entre maximisation des effets positifs du télétravail
mais au regard des enjeux environnementaux là, qui nous préoccupent par ailleurs, parce qu'il y a la pandémie dont il faut s'occuper, mais au-delà de tout ça, il y a quand même d'autres enjeux aussi là, qui nous pendent toujours au bout du nez. Là. Tout à fait. Effectivement, je pense qu'au départ, peut-être il y a, je dirais, bon, une quinzaine, une vingtaine d'années, on disait, ah, le télétravail va beaucoup se développer et c'est bien, ça va avoir un effet très, très positif sur l'environnement. Et là, surtout comme on l'a fait de manière très intense là, dans les dernières semaines, derniers mois, on commence à voir que, ben, il y a autre chose. Je pense que il reste que, il semble en tout cas, il semble bien y avoir des avantages très clairs là, du point de vue de la réduction des déplacements, réduction des bouchons dans les plus grandes métropoles, certainement. D'autre part, en région, il y a quand même des gens qui, des fois, font des déplacements assez importants et donc qui contribuent de manière très importante là aussi, au gaz à effet de serre. Donc, je pense qu'on conclut que, de manière générale, le télétravail a un impact positif, effectivement, en termes de réduction de la pollution, réduction aussi, j'évoquais les infrastructures, évidemment, nos infrastructures, que ce soit le métro, les bus, les routes, toutes ces infrastructures, ben, c'est des coûts importants aussi sur le plan social. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas, ce serait sans doute intéressant que quelqu'un fasse une étude approfondie pour mettre des chiffres très précis là-dessus, parce que on a au fond des avantages d'un côté, des gens qui ne se déplacent pas, qui contribuent positivement. Par contre, comme vous l'évoquiez, s'il y a un étalement urbain plus important, ben là, ça risque de ne pas être positif. Donc, je pense que probablement que la solution, ou en tout cas ce qui serait le plus positif, ce serait déjà que nos transports collectifs soient plus développés. Au Québec, c'est certain que c'est un enjeu majeur. Les trains de banlieue, les trains de région, pour aller à Sherbrooke même, on ne peut pas y aller en train, en fait. Il n'y a pas de train passager. Donc, il y a quand même un enjeu important comparativement à des pays européens beaucoup plus petits où le télétravail peut vouloir dire que l'on est, en fait, lorsqu'on a besoin de faire des réunions avec les collègues, on y va en train. Ici, c'est quand même un enjeu et c'est vrai qu'on pourrait craindre qu'un développement massif du télétravail, et surtout du télétravail à plein temps, se traduise par un étalement urbain plus important et donc par des effets négatifs. D'autre part, dans les recherches, ce qu'on voyait aussi, c'est que la plupart des gens préféraient plutôt pouvoir faire du télétravail sur une base informelle, occasionnelle, 2-3 jours semaine, ou alors régulière même, mais 2-3 jours fixes par semaine. C'est certain que dans ce contexte-là, on peut imaginer donc ben, l'effet positif sur la pollution est moins important ou sur les gaz à effet de serre n'est pas tout à fait aussi important. Mais je pense que c'est ça. Ça demanderait au fond des recherches approfondies pour vraiment chiffrer des deux côtés. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Moi, c'est ça, les gens individuellement, je sais effectivement à l'émission, je crois que j'avais entendu une personne qui avait chiffré pour elle-même, mais sur le plan social, déjà, il va falloir voir quand on sort de la pandémie, est-ce qu'on est dans des taux de 20-30 % de télétravail ou 40 %? Tant qu'on ne sait pas, ça va être un petit peu difficile. Mais j'imagine qu'au fond, d'ici, je ne dirais pas dans les prochains mois, parce que je pense que les choses vont encore bouger, mais probablement que d'ici 6 mois, 1 an peut-être, on pourra vraiment avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Parfait, merci. J'ai une question qui nous vient de Caroline, en fait, et que je trouve très intéressante. On le voit, là, nous aussi, on l'expérimente chez Accès Transport Viable. On est tous en télétravail. Exceptionnellement, aujourd'hui, je suis au bureau là, pour des raisons techniques, mais pour l'expérimenter pour une première fois à temps plein, le télétravail, on se rend compte qu'il est difficile de faire une limite dans la journée, de vraiment bien compartimenter les parties de la journée qui sont plus du domaine social, personnel, professionnel. Et on comprend bien qu'avec tous les outils qu'on a besoin pour faire le télétravail, bien, il y a aussi toujours cette possibilité d'avoir ces outils-là, notamment sur les téléphones. Donc, la question de la connexion perpétuelle au travail devient assez problématique, peut-être pour certaines personnes à gérer. Donc, qu'en est-il dans le contexte dans le contexte où le télétravail pourrait augmenter du droit à la déconnexion? Comment on devrait travailler cet enjeu-là dans un avenir approché? Il faudrait peut-être éventuellement travailler davantage sur cet enjeu-là. Là. Oui, le droit à la déconnexion, effectivement, a été développé ou en tout cas mis en place en France, surtout, peut-être quelques autres pays, mais surtout la France. Moi, ma perception, c'est qu'au Québec, le droit, entre guillemets, disons, encadré légalement,
n'est pas, en tout cas, pour le moment, ne me semble pas nécessaire. La majorité, la très, très vaste majorité des cas de télétravail ne se traduisent pas par un abus de la part de l'employeur en termes d'exiger. Par contre, il y a quelques secteurs où c'est le cas. Et là, je dirais que ça dépend parfois même des personnes. C'est-à-dire, on peut presque dire, je ne sais pas si je dirais une auto-exploitation. En fait, c'est plutôt les secteurs où il y a la dominance du client. Il y a certains secteurs où on est employé par une entreprise, mais en fait, on a un client et c'est le client qui est déterminant. Je pense par exemple dans les grands bureaux d'avocats ou de comptables, c'est le client qui est déterminant. Et j'ai fait d'ailleurs des entrevues, des recherches dans ces secteurs-là. Et les personnes, au fond, donnent plus de temps parce qu'elles ne veulent pas perdre ce client. Alors, si tout, là, en fait, je dirais que c'est une question presque de normes professionnelles ou d'éthos professionnel. Si tout le monde faisait pareil et se déconnectait, ça irait. Mais le problème, c'est que ça risque de ne pas être le cas. Donc, je pense que c'est plus une question de discussion. Par contre, il ne semble pas ressortir au Québec, en tout cas, de grands changements avec le télétravail et les technologies. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des gens qui restent au centre-ville de Montréal ou de Québec jusqu'à 7 h, 8 h ou 9 h le soir. Il y a des personnes, notamment, je pense justement dans des domaines professionnels, notamment lorsqu'elles ont des jeunes enfants, qui reviennent à la maison, qui vont chercher leurs enfants, qui font manger, etc., et qui, après, reprennent à 7-8 heures le soir. Donc, c'est certains milieux, on s'entend bien sur le fait que, entre autres, un des avantages du télétravail, c'est la flexibilité des horaires. Donc, il y a des personnes qui vont dire, ben, si moi, vous mettez la déconnexion à telle heure, en fait, ça m'embête plus qu'autre chose. Ou alors, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec l'Europe et qui travaillent avec l'Asie. Donc, ils peuvent peut-être travailler très tôt le matin avec l'Europe et très tard le soir avec l'Asie, mais en plein milieu de journée, se prendre 3 heures pour aller faire de la gym ou du jogging, etc. Donc, la plupart des gens aiment bien profiter de cet avantage de flexibilité d'horaire. Alors, pour moi, ce n'est pas encore nécessaire au Québec, d'autant plus que je mettrais l'accent sur la dimension gestion, la responsabilisation des gestionnaires, gestion par objectif, gestion par résultat, résultat raisonnable, atteignable et confiance entre le télétravailleur et la personne. Si jamais on avait des gros problèmes, mais je ne suis même pas certaine qu'une loi comme ça résoudrait le problème. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des lois qui limitent déjà un certain nombre d'heures, etc. Il y a une enquête qui a été faite par la Commission de la santé et sécurité au travail il y a quelques années et qui indiquait que dans certains secteurs, dans les technologies de l'information, jeux vidéo par exemple, les gens dépassaient les heures, mais dépassent par passion pour leur travail, leur engagement, etc. Donc, pour conclure, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et l'autre chose, peut-être à préciser, on dit beaucoup que les femmes, évidemment, qui sont souvent plus responsables de la maison, des enfants, etc., même si les jeunes pères québécois s'y mettent de plus en plus, en tout cas, il y a des travaux qui indiquaient qu'elles auraient plus de difficultés. C'était des travaux britanniques. Et nous, quand on a fait la recherche, on a constaté qu'en très peu de temps, les gens arrivaient à se discipliner. Donc, dans certains cas, ils vont dépasser, mais la très grande majorité des gens vont arriver à se discipliner et de différentes manières, hein, soit en se disant, moi, j'aime bien les horaires flexibles et donc je vais peut-être faire des choses en plein milieu de journée, et d'autres qui, au contraire, vont se dire, moi, je vais faire comme si j'étais au bureau. Je m'habille, je fais mon café, je m'installe, puis à 17 heures, j'ai fini. Donc, il y a une question et de personnalité et de gestion avec l'employeur. Merci. Peut-être une dernière question. Je vais vous demander de prendre votre boule de cristal. Puis, vous l'avez évoqué un peu, hein, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui restera de l'après-pandémie. C'est clair que pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que tout le monde est un peu forcé d'aller dans cette direction-là. En tout cas, une grande partie de la population, des travailleurs, le pourcentage est quand même assez élevé selon ce que vous évoquez. Qu'est-ce qui restera de télétravail au sortir de la pandémie en termes de, bien, évidemment, on peut comprendre que les connaissances des gens vont être plus grandes. Il y a certains peut-être préjugés qui vont être tombés parce qu'on se rend compte que c'est possible. Il y a des secteurs importants de l'économie. Je pense notamment à plusieurs entreprises ou ministères qui ont investi massivement dans l'achat d'ordinateurs portables pour être capables d'envoyer leurs employés travailler chez eux. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on risque de voir augmenter de façon substantielle le télétravail dans les années à venir? Et quels en seraient les bénéfices, selon vous, là, pour le Québec? Donc, je vous demanderai de répondre assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, oui. En fait, ce que je dirais là-dessus,
Je pense que l'expérience que l'on vit maintenant aura convaincu beaucoup de gestionnaires, beaucoup de cadres intermédiaires que oui, le télétravail, c'est possible et ça a des avantages en termes de qualité de travail, des avantages en termes de meilleure productivité, des avantages pour eux, là je l'évoquais, réduction des coûts, parfois réduction de l'espace de travail. Je pense que ça va être un défi d'ailleurs dans les prochaines années si on doit distancier les personnes dans plusieurs milieux de travail à air ouvert. Il y aura des points d'interrogation à se poser. Comment fait-on ça? Donc, à mon avis, ça va progresser très clairement. Si on est à 15 maintenant, je ne serais pas étonnée que ça reste facilement à 30 dans les prochaines années. Peut-être qu'il y aura des milieux où ça reviendra, où on réduira. Entre autres, beaucoup de milieux où les gens aiment bien la dynamique du travail collaboratif. Je sais beaucoup de gens des médias, des réunions de travail pour préparer des émissions et tout ça, les gens m'en parlaient. Donc, on manque un peu là, ce dynamisme et cette créativité qu'on a en s'échangeant des idées. Donc, je pense que ça va se maintenir, mais aussi, les gens vont essayer probablement de plutôt faire des 2-3 jours semaine. Et probablement que les espaces de coworking aussi qui ont fermé là, beaucoup dans le contexte actuel vont ouvrir. Et il y a peut-être des gens qui iront dans des espaces intermédiaires qui ne sont pas, ça aussi, ça se développait avant cette pandémie. Donc, les gens vont ne pas nécessairement toujours vouloir, si par exemple, ils doivent travailler 5 jours par semaine en domicile, en télétravail, bien, ils vont peut-être décider 2 jours par semaine d'aller dans un espace de coworking ou co-travail, comme on les appelle. Donc, je pense que dans les prochaines années, des changements assez importants dans nos milieux de travail, dans l'organisation de notre travail, la distance entre les personnes et tout ça, mais certainement une persistance du télétravail dans les prochaines années parce que les individus sont satisfaits de manière générale, aiment le faire, et d'autre part, les employeurs vont avoir pu observer les avantages et les gains dont ils peuvent profiter. Donc, j'ai l'impression que les préjugés vont avoir un peu tombé par la force des choses et beaucoup de milieux où on pensait implanter du télétravail dans un an, bien, on l'a fait à l'intérieur d'une semaine et puis vraisemblablement, on va continuer dans les prochaines années. Merci, c'est ce qui va conclure notre conférence. Merci beaucoup, Diane Gabrielle Tremblay. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail et que vous êtes professeur titulaire à la TELUC. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était extrêmement intéressant. Évidemment, on aurait pu creuser encore plus longtemps. On a eu plusieurs questions aussi qui nous ont été envoyées. On a dû malheureusement choisir, mais je vous invite à revenir avec nous la semaine prochaine. On aura encore un midi-conférence Voie d'accès organisée par Accès Transport Viable. Donc, mardi, le 28 avril à midi. La conférence sera donnée par M. Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire au HEC, avec comme sujet de conférence GES, donc gaz à effet de serre au Québec en voie d'atteindre les cibles grâce à la COVID-19. C'est certainement un sujet qui va beaucoup discuter. On s'excuse encore une fois pour les petits problèmes de son et de mise en onde au début de notre conférence. On va s'ajuster. La prochaine fois, ça devrait être encore mieux. Encore une fois, merci beaucoup, Mme Tremblay. Et puis, une bonne semaine à tous et à toutes qui nous suivez. Continuez à suivre notre page Facebook. Continuez à suivre nos activités. Et puis, continuez à sortir à pied, à vélo. Et puis, n'oubliez pas que ça va bien aller. Merci beaucoup. Au plaisir.